C'est l'heure de votre journal. 13 heures partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue sur RTI 1. Les élections législatives en Côte d'Ivoire se tiendront le 6 mars prochain. Tout à l'heure, sur les antennes de la RTI, vous avez pu suivre à 12 heures la CEI, la commission électorale indépendante qui rendait la décision portant liste provisoire des candidats au scrutin législatif. On ira au siège de l'institution dans ce journal. C'est désormais effectif. En Côte d'Ivoire, les numéros de téléphone passent de 8 à 10 chiffres depuis 0 heure ce matin. L'opération de basculement a été lancée entre minuit et 5 heures du matin dans les centres d'opération et de veille déployés par les opérateurs et le régulateur. Nous en parlerons à tout début du journal. Le 25 novembre 2019, 13 soldats étaient tués dans une collision entre deux hélicoptères au cours d'une opération antiterroriste de la force Barkhane à l'ouest de Ménaka, au Mali. Les causes du crash relèveraient exclusivement de facteurs organisationnels et humains. C'est un rapport du BEAE qui le dit. La télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire est opérationnelle et fonctionnelle à Abidjan et à l'intérieur du pays, même si nous ne sommes pas encore à 100% de couverture. Depuis hier samedi, nous sommes à la phase d'extinction du signal analogique. Le top départ a été donné à Korogo. Suivront ensuite d'autres villes, notamment Bouaké, Mans, Boisflé, Kounfao, mais quel est l'intérêt du basculement de l'analogique à la TNT? Et voilà la principale question que nous poserons tout à l'heure à M. Jean-Martial Adou, le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, monsieur le directeur de cabinet. Bonjour, monsieur Hamza Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Et je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Dans 30 minutes exactement. Nous sommes à un peu plus d'un mois des élections législatives en Côte d'Ivoire. Elles se tiendront le 6 mars prochain. Tout à l'heure, à 12 heures, je le disais, la commission électorale indépendante a rendu la décision portant liste des candidats à ce scrutin législatif. C'était en direct sur RTI 1. Pour ceux qui n'étaient pas au rendez-vous, ne vous en faites pas. Nous vous repasserons la séquence, un bout de cette séquence dans ce journal de 13 heures. Ça y est, les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire sont passés de 8 à 10 chiffres depuis 0 heure ce matin. L'opération de basculement a été lancée à partir de minuit et dans les centres d'opération et de veille déployés par les opérateurs et par le régulateur. Plus de 300 agents étaient mobilisés pour la réussite de l'opération et ça marche. À 1 heure du matin, les premiers appels à 10 chiffres ont pu être émis. Et Cheikh Koné a tout suivi pour nous. Depuis la première opération de basculement en 2000, c'est certainement la nuit la plus longue pour tous les acteurs des télécommunications, quant au plan logistique humain. Chaque opérateur a mis sur pied son plan de migration depuis des mois. Mais pour ce soir, les événements se déroulent impérativement pour chacun d'eux, entre 22h et 6h du matin. Il est 22h passé de 56 minutes lorsque le directeur général de l'autorité de régulation ARTCI arrive chez l'opérateur Orange Côte d'Ivoire en zone 4. Visite guidée au pas de course dans les salles techniques de l'opérateur. Ici, 4 sites ont été déployés dans le Grand Abidjan pour conduire l'opération. Une logistique qui a mobilisé plus de 200 agents pour cette seule nuit. À l'intérieur du pays, 580 coachs mobiles ont été déployés pour apporter assistance aux abonnés. L'opérateur se dit prêt. Des centres d'appel et de réclamation seront ouverts exceptionnellement ce dimanche pour assister les entreprises et particuliers confrontés à des difficultés. Cap est mis ensuite chez les opérateurs Move Africa et MTN Côte d'Ivoire à la Riviera Golf et à Makori Zone 4. Les dispositifs techniques et prise en charge des clients sont quasi identiques d'un opérateur à un autre, notamment les services data, voix et mobile money. Retour au siège du régulateur à Makori Mambo. Nous avons été rassurés que le plan de travail qui a été validé par l'équipe projet, pilotée par la RTCI, ce plan de travail suit son cours et se déroule normalement. Pendant ce temps, les équipes des 3 opérateurs reçoivent le top des horloges. Il est 0 heure, 0 minute, 0 seconde. La Côte d'Ivoire bascule de 8 à 10 chiffres. Dans une synergie d'action, la dizaine de centres d'opération sur toute l'étendue du territoire vient de commuter 34 millions d'abonnés. Voilà, donc c'est bon, hein, ça marche. Hein.
C'est le premier appel. Je ne peux que remercier et féliciter tous les collaborateurs, notamment l'ARTCI, qui a coordonné cette délicate et importante opération. Une opération que je peux qualifier d'historique. Dans un souci d'adaptation, les opérateurs en accord avec le régulateur ont prévu un plan de cohabitation des 8 et 10 chiffres jusqu'en fin février. Le Burida, lui, recherche des fonds pour ses caisses. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur entend mieux s'occuper des artistes désormais. Ouattara Karim, qui en est le directeur général, vient d'initier une caravane qui va parcourir tout le pays dans tous les secteurs d'activité concernés. Cela dans le but de recueillir de l'argent qui revient aux artistes de Côte d'Ivoire. Top départ, Yopougon et Issa Yeo étaient là. Renflouer les caisses du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, et permettre aux artistes de percevoir des droits conséquents. C'est le challenge du directeur général de cette maison des droits d'auteur, Ouattara Karim. Pour réussir sa mission, il met en place une stratégie basée sur la sensibilisation et la réduction de toutes les déperditions. Il donne le ton à Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. La présente campagne, c'est une campagne de recensement de tous ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit. Il y en a qui utilisent sans le savoir. Et cette présente campagne vise donc à les sensibiliser aux droits d'auteur, à les contractualiser et à leur demander de s'acquitter des droits des auteurs. Les artistes saluent l'opération menée par la direction générale du Burida. Toute la Côte d'Ivoire, il n'y a que 12 000 inscrits qui payent les droits d'auteur. Nos artistes se meurent. Aujourd'hui, le directeur a expliqué. Voici comment les artistes souffrent. Aidez-nous à pouvoir faire le recensement. Et nous, plateforme des propriétaires de maquis, nous allons leur montrer effectivement là où se trouvent les maquis cachés. On se plaint toujours du fait que les artistes n'ont pas beaucoup d'argent. Mais on a l'argent, mais c'est dehors. Il faut juste aller récupérer. Donc il faut s'organiser. J'encourage cette activité du DG. Le directeur général du Burida, Ouattara Karim, promet une vaste opération dans tout le pays afin de permettre aux artistes de vivre décemment du fruit de leurs efforts. C'était un reportage de Issa Yeo. Venons-en maintenant à cette rencontre de validation de l'avant-projet de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Une réunion initiée par le ministère de l'Économie et des Finances. Le compte-rendu d'Astou Touré. Ce forum vise à adopter une stratégie efficace contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Réunis en atelier, il s'agit pour ces experts d'adopter une politique qui indique les priorités et les actions à mener en vue de préserver l'intégrité du système économique et financier de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui se tient à 8 mois de la deuxième évaluation mutuelle du dispositif mis en place par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre ces différents fléaux. Environ chaque 10 ans, la communauté internationale, notamment le GAFI et accompagné des institutions de Bretton Woods, procède à l'analyse du système de chaque pays à peu près, et ça donne lieu à un classement, liste noire, liste grise et autres. Et en fonction de votre classement, cela détermine la nature des relations financières et économiques que vous avez avec les institutions de Bretton Woods et les autres pays. Et donc en septembre, nous serons évalués. Et cette évaluation, nous sommes en train de la préparer. Et cette préparation nécessite donc la mise en place d'une stratégie pour bien préparer cette évaluation. Ce document qui apparaît comme une réponse efficace contre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive devrait être disponible dans les jours à venir. Pour la réussite de l'évaluation mutuelle, il s'agit de mettre en place un système pérenne de protection du secteur financier national en particulier et de l'économie en général. Une fois adoptée, la stratégie nationale devra être mise en œuvre dès les semaines à venir en vue d'atténuer les risques identifiés au cours de l'INR. Le gouvernement a déjà montré son engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ne lésinant pas sur les moyens pour le financement des actions menées. En ce qui concerne l'évaluation mutuelle, l'État fera encore une fois sa part de devoir en dégageant les fonds nécessaires à sa réalisation. Ici également de noter que nos initiatives ont bénéficié du soutien important de nos partenaires.
Une centaine de participants ont pris part à cet atelier. On ouvre le chapitre coronavirus à notre grand déplaisir. Ce virus qui s'est invité dans nos vies continue de se propager, il continue de tuer. 2 220 000 personnes en sont déjà victimes à travers le monde. 152 personnes tuées par le coronavirus en Côte d'Ivoire depuis la survenue de la pandémie. C'était le 11 mars 2020. Depuis cette date, 28 178 personnes ont été touchées par la maladie. Les contaminations continuent. Rien que ces dernières 24 heures, 244 nouveaux cas ont été recensés. À ce jour, 2208 patients recherchent la guérison. N'oublions pas, les gestes barrières sont le seul rempart à l'heure qu'il est. Et la lèpre aussi nous guette toujours. Ce dimanche, l'on célèbre la 68e journée mondiale des lépreux. Ce sera à Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette célébration est une mobilisation des esprits et des cœurs, selon Raoul Folro. Elle est couplée à la journée mondiale des maladies tropicales négligées. On va écouter le message du gouvernement lu pour vous par le ministre Janaka Ouele. 515 cas de lèpre avec 22% d'invalidité de degré 2, dont 11% d'enfants ont été enregistrés en 2020 pour le compte de la maladie de la lèpre en Côte d'Ivoire. Relever le défi de l'éradication est l'objectif du gouvernement qui célèbre la 68e journée mondiale des lépreux, couplée à la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Les maladies qui sévissent encore sous un mode endémique nécessitent une intensification de nos efforts afin de parvenir à une Côte d'Ivoire débarrassée de ces maladies tropicales négligées. Je vous exhorte à vous mobiliser pour le dépistage précoce au niveau communautaire afin d'éviter les infirmités qui sont source de stigmatisation. La journée témoigne également de la solidarité envers les personnes touchées par cette maladie infectieuse chronique. Il vous faut lutter contre le rejet et la stigmatisation sous toutes ses formes à l'endroit de nos frères et sœurs malades pour leur redonner le sourire. C'est uni, dans une lutte intégrée, que nous arriverons à relever le défi de l'éradication de la lèpre et de toutes les autres maladies tropicales négligées. C'est la ville de Daloa, au centre-ouest du pays, qui abrite la cérémonie de célébration officielle ce dimanche 31 janvier. Message recueilli par Salimatou Oudia. Le ministre de la Réconciliation nationale, lui, a fait le déplacement de Gagnoa cette semaine. Kwadio Konombertin était allé échanger avec les populations quant au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Kedio Bambré, un des fiefs des autochtones bété de la commune de Gagnoa. La résidence du doyen d'âge, Fanyidi Djedje Gustave, accueille la délégation du ministre de la Réconciliation nationale. En présence des chefs traditionnels, la famille Fanyidi émet le vœu de voir retourner sur sa terre natale l'ex-président Laurent Gbagbo. Identique doléance à Mama, village de l'ancien chef d'État, pareil pour des cantons des départements de Gagnoa et Doumé. Face à leurs sollicitations, Kwadio Konombertin a une seule réponse. Le chef de l'État lui a même octroyé ses passeports. Et nous sommes dans la perspective, n'est-ce pas, de son retour. Je suis venu voir ses parents, les entendre, de sorte que s'il revient, son retour aide à consolider la paix. Je n'aurais pas satisfait parce que j'ai trouvé un peuple bété, conscient des enjeux du pays, qui, lui, est prêt à jouer sa partition pour que nous rentrons définitivement dans la paix. Ils m'ont donné des gages. Ils m'ont même envoyé auprès du chef de l'État pour lui dire qu'ils sont prêts à l'aider, à régler les problèmes qui existent et à réconcilier les Ivoiriens. Résidence de la famille Yacouba Silla à Gagnoa. La délégation ministérielle est instruite sur le parcours et acte de l'icône de paix et de développement qu'a été le patriarche Yacouba Silla. Les visiteurs bénéficient de conseils, de soutien et de bénédictions de la part du calife Cheikhna Silla.
Dans ce périple, le ministre de la Réconciliation nationale communique qu'il compte assurer pleinement sa mission tout en méritant la confiance placée en lui par le président de la République, Alassane Ouattara. Après la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, puis les régions du Sud Comoé et du Go, le ministre Kouadio Konan Bertin annonce d'autres étapes dans différentes régions du pays pour prôner la paix et s'aimer la graine de la cohésion. De la région du Go, on va revenir à Abidjan. C'est 270 km de route environ. On se rend à Marcory, où les chefs traditionnels viennent d'être équipés en matériel informatique. Ils ont reçu du mobilier de bureau et un ordinateur de la part du député de la commune. Le témoignage de Didier Nguessan. Du mobilier de bureau, un ordinateur et une imprimante remis à l'association des chefs traditionnels de Marcory. C'est un don du député de la commune, Idi Traoré, une contribution qui vient soulager les bénéficiaires. Reconnaissant, il s'engage à en faire bon usage. Sincèrement, je suis honoré cet après-midi d'avoir reçu tous ces matériels-là. Sincèrement, nous lui disons beaucoup merci. Pour l'élu, ce don contribue à changer la vie de la chefferie qui travaille au quotidien à consolider la cohésion sociale dans la commune de Marcory. C'était un peu notre contribution à leur épanouissement, au développement de leur association. Et je précise que c'est une association qui regroupe tous les chefs de communauté de la CEDEAO. Le député de Marcory a présenté ses civilités aux policiers du 26e arrondissement du quartier à Gouédan. Du côté de Yopougon, la communauté missionnaire de Villarerio vient de lancer le projet Voulaibo, qui signifie « Merci femmes vaillantes » en langue gouro. Ce projet consiste à porter un regard particulier sur les femmes et sur les enfants en difficulté dans la commune. On en sait plus avec Malika Koulibaly. Voulaibo, qui signifie femme vaillante en langue gouro, est le nom donné au tout nouveau projet de la communauté missionnaire des Villareria, œuvrant dans la commune de Yopougon. Il s'agit à travers ce projet de contribuer à la promotion d'une société démocratique et inclusive par le repositionnement de l'intégration de la femme dans cette commune. Nous avons remarqué la difficulté de la femme de retrouver son rôle. Au niveau des sociétés, au niveau des études, au niveau aussi de la santé. Pour cela, nous agissons pour la formation des centres de santé, mais aussi pour les femmes en grossesse en vulnérabilité et aussi pour les enfants malnutris. Plusieurs partenaires accompagnent ce projet, notamment l'Union européenne et l'ambassade de l'Italie en Côte d'Ivoire. J'apprécie beaucoup ce projet parce que il vise 3 volets très efficaces pour redonner un rôle vital, comme c'est prévu dans toutes nos sociétés, et surtout en particulier dans la société africaine, et pour assurer la santé et la bonne vie scolaire aux jeunes femmes africaines. Afin d'assurer la continuité du mentoring au leadership féminin dont bénéficieront les étudiantes de la commune tout au long du projet, je voudrais exhorter elles-mêmes à coacher à leur tour leurs consoeurs sur le chemin à parcourir pour accéder au poste de responsabilité. Avant le projet des Voulaibo, les missionnaires des Villareria avaient initié en 2015 puis 2017 d'autres activités communautaires. Des activités ponctuées de dons comme ces matériels sanitaires remis aux partenaires œuvrant dans le social à Yopougon. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. On va prier. Direction paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3. Sur place, il y a eu messe d'action de grâce pour rendre hommage à un homme qui a offert 50 années de sa vie à l'Église catholique. Depuis 1970, le père Eugène Névry de l'archidiocèse d'Abidjan est au service de Dieu. Godefroy Okambawa. Voilà 50 ans que le père Eugène Névry a répondu à l'appel de Dieu. Un engagement tenu jusqu'aujourd'hui. 50 ans de sacerdoce, de peine et de joie, et surtout d'obéissance au Christ. Pour cette fidélité, les paroissiens de l'église Bon Pasteur de la Riviera 3, à travers une messe d'action de grâce, témoignent leur attachement à l'homme de Dieu. Oh, c'est un homme bien, un homme qui donne la joie au cœur.
Quand je viens le voir ici, il me fait rire avec ses proverbes, avec ses chants. Donc il aime Dieu. Et nous l'aimons aussi. Il nous a beaucoup aidé dans notre cheminement spirituel. Il a beaucoup aidé les gens à légaliser leur vie commune devant le Seigneur. Pour ses confrères dans le sacerdoce, le Père Nevry est un modèle pour l'Église. J'étais au grand séminaire et quand ils venaient en vacances, quand on les voyait, on était édifiés. Tellement ils étaient joyeux, tellement ils étaient amis. Alors on a voulu faire comme eux. C'est donc leur exemple qui nous a poussé à entrer au séminaire. Donc pour nous, ce sont vraiment des références. Recevant une chasuble et déposant un siège au pied de la Vierge Marie, le Père Eugène Nevry renouvelle ainsi son engagement à l'œuvre de Dieu. Où le Seigneur te sème, fleurit. C'est une grande joie. Je ne m'attendais pas du tout à arriver là. Chaque métier a ses problèmes et il faut pouvoir à chaque fois les dominer pour passer à autre chose. Au cours de ce jubilé d'or, les hommes de Dieu ont invité les fidèles à la reconversion des cœurs et à l'unité du peuple de Dieu. Il y a du foot dans ce journal. Les quarts de finale du CHAN ont été joués hier. Le Mali et le Cameroun sont les deux premières équipes qualifiées pour les demi-finales. Face au Congo, le Mali s'est imposé au tir au but 5-4 et les Lions indomptables l'ont emporté face aux Léopards de la RDC 2-1. Seulement 6 minutes après l'entame de la rencontre, la Libye donne le ton avec le but du capitaine Mouetaz Ouessaïna. Après cette réalisation matinale concédée par les Léopards, les poulets de Florent Ibenge vont appuyer sur l'accélérateur, mais cela sans succès, puisque la pause intervient sur le score 1-0 à la faveur de protégés de l'équipe de Zoran Filipovic. Le double champion d'Afrique entame la seconde période avec beaucoup plus de détermination et d'abnégation. La sélection congolaise se crée pas mal d'occasions de but qui finit par payer en toute fin de partie dans les arrêts de jeu grâce à une frappe limpide d'Ernesto Luzolo Sita. Avec ce nul arraché dans les dernières minutes de ce duel, les Congolais occupent la première place du groupe B avec 4 points. La Libye, vainqueur en 2014, de son côté pour son dernier match de poule devant les Diables Rouges, devra sortir les tripes pour s'assurer une qualification. Dans l'autre match de la même poule, le Congo et le Niger ont coupé la poire en deux avec un score d'1 but partout. Les Diables Rouges ouvrent la marque par Mwaza Mapata et le MENA revient dans la partie en seconde période à la 70e minute grâce au pénalty réussi par Moussa Issa. Si le Congo et le Niger aspirent à une qualification pour les quarts de finale, ces deux nations devront sortir les tripes, respectivement devant la Libye et la RDC, le 25 janvier 2021. Je vous le disais en titre, le 25 novembre 2019, 13 soldats étaient tués dans une collision entre 2 hélicoptères au cours d'une opération antiterroriste de la force Barkhane à l'ouest de Ménaka au Mali. Le bureau Enquête Accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État a publié son rapport hier samedi. Les causes du crash relèveraient exclusivement de facteurs organisationnels et humains. Le rapport du BEAE pointe ainsi plusieurs défaillances dans la communication, des défaillances qui ont entraîné une conscience erronée de la situation par les équipages qui n'ont pas concrètement détecté la présence de l'autre aéronef. Je vous le disais à l'entame de ce journal, nous sommes à un peu plus d'un mois des élections législatives en Côte d'Ivoire, des élections qui se tiendront le 6 mars prochain. Et tout à l'heure, la commission électorale indépendante a rendu la décision portant liste provisoire des candidats à ce scrutin législatif. C'était donc en direct sur RTI 1, mais nous, notre reporter Alexis Ouedraogo est sur place à la CEI. Bonjour Alexis. Présentement à la commission électorale indépendante où il y a quelques instants, le président de l'institution a rendu public la décision portant publication de la liste provisoire des candidats retenus pour la législative de 2021. Ce sont quelques 1292 dossiers qui ont été déposés. Parmi eux, bien sûr, des rejets, des désistements, mais aussi des revirements. Sur le point des rejets, on écoute le président de l'institution. Considérant que, sur l'éligibilité, le code électoral prescrit que pour être retenu sur la liste des candidats aux élections des députés, il faut en remplir les conditions.
qu'il ressort de l'analyse des dossiers de messieurs Zaha, Guénois, Michel, Dago, Tobias, Fabrice, Auguste, Loïc, Seri, Boli, Michael, Didier, Bogi, Ndrin, Gatien, Zahabi, Pacom, Hervé, Koulibaly, Suleiman, Conan, Jean de Dieu, Damana, Adia, Katina, Kone, Justin, des causes les rendant inéligibles. Et au terme de cette annonce, le président de l'institution s'est assuré de la bonne publication de la liste provisoire. La loi fait obligation de cette publication. Les candidats ont 8 jours pour d'éventuels recours. Rappelons que la campagne est censée démarrer fin février. Merci Alexis Ouedraogo. Ce soir, dans le 20h, vous aurez droit à une séquence beaucoup plus large de cette publication, cette décision de la liste des candidats aux élections législatives 2021. Après l'effort, on se détend, on se repose, on profite de la vie. Les agents de Radio Côte d'Ivoire ont choisi de se retrouver pour dîner autour de leurs différents responsables. C'est donc une pause pour souffler et repartir pour d'autres conquêtes. Fosseni Dambélé, le directeur général du groupe, a lui salué les performances du personnel de la radio leader sur le sport et sur l'info. Classée 12e en 2011, Radio Côte d'Ivoire est dans le trio des meilleures radios les plus écoutées à Abidjan. Une performance à mettre au compte de la qualité du travail de toute l'équipe. Pour saluer cette abnégation des travailleurs, la directrice de la chaîne, Sali Siyo Konaté, leur offre un dîner à Grand Bassam en présence du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Une manière pour elle d'encourager ses collaborateurs à travailler davantage. Pour nous qui sommes des hommes et des femmes de médias, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui pourrait intéresser l'auditeur et de travailler dans ce sens. Donc, il n'y a pas de véritable secret, mais le secret réside dans la réflexion et puis, j'allais dire, le courage et la volonté de pouvoir changer les choses. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, apprécie l'énorme travail abattu par les agents de Radio Côte d'Ivoire. Il les exhorte à retrousser les manches pour atteindre le premier palier du classement. On ne peut apprécier la remontada de Radio Côte d'Ivoire que en regardant ce que c'est que d'être dans une radio étiquetée. Vieille, qui décroche et qui ne colle pas avec la jeunesse, qui est démodée. Et ces étiquettes-là, on a du mal, qui qu'on soit en politique, en musique et même en entreprise, à s'en défaire. Mais c'était sans compter avec une brave générale, Sali Konaté, avec ses collaborateurs de talent, un mix d'expérience, de jeunes loups aux idées innovatrices. Et le cocktail a pris. Radio Côte d'Ivoire a repris son envol. Auditeurs et invités ne cachent pas leur satisfaction. Je pense que cette radio est au-dessus de notre attente. On ne sentait pas encore cette radio motivée pour lever tous ces défis au niveau de la communication médiatique en Côte d'Ivoire. Mais cette année, nous pensons que Radio Côte d'Ivoire a été à la hauteur. Ce dîner est marqué par un défilé et des prestations musicales. Radio Côte d'Ivoire. On entre là dans le temps additionnel de ce 13h. C'est 15 minutes consacrées à votre magazine préféré, le Dimanche Magazine. Aujourd'hui, notre invité est le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias, Monsieur Jean-Martial Adou. Bonjour encore à vous, Monsieur le directeur de cabinet. Bienvenue surtout à vous. Vous êtes chez vous. Alors, nous allons écouter, nous allons suivre ce reportage maintenant. La migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre TNT est désormais effective dans le Poro. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT, structure en charge du déploiement du réseau et de la diffusion des chaînes de la TNT, a procédé à Korogo à l'extinction du signal de la télévision analogique dans cette région. Au lieu d'aller payer 10 000 francs, si j'ai la chaîne là, je vois plusieurs chaînes cadeaux. Donc,
Ça me plaît beaucoup. Ça me permet d'économiser. Avec la TNT, la population dispose de 7 chaînes gratuites et sans abonnement, à savoir RTI 1, RTI 2, RTI 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. À ces 7 chaînes s'ajoutent 2 bouquets payants Easy TV et StarTime. Avec la TNT, vous bénéficiez d'une meilleure qualité d'image et de son. Avec la TNT, vous avez la télévision, même en cas de pluie et d'orage. Avec la TNT, vous pouvez par exemple enregistrer vos programmes et les regarder ultérieurement. Il était devenu impérieux de procéder à l'arrêt des émetteurs analogiques, devenus aujourd'hui obsolètes et onéreux dans leur exploitation. Pour preuve, les pièces de rechange de ces équipements ne sont plus fabriquées pour la plupart. Pour recevoir la TNT dans les foyers, il faut un poste téléviseur, un décodeur et une antenne UHF. Le décodeur est à 10 000 francs CFA et l'antenne à partir de 4 500 francs. Plusieurs points de vente de kits TNT sont installés dans toute la région qui a déjà un taux de couverture de plus de 70%. Il suffit d'appeler au 1307 pour avoir l'intégralité des points de vente. Monsieur le directeur de cabinet, bienvenue encore. Dites-nous déjà, qu'est-ce que la TNT, qu'est-ce que l'analogique? Merci, Monsieur Diaby. La télévision est organisée autour d'une chaîne de valeur qui a 2 segments. Il y a le segment édition et le segment diffusion. La télévision numérique terrestre, c'est cette télévision qui a son segment de diffusion totalement numérique, ce qui n'est pas le cas de la télévision analogique. Pour être plus simple, avec une fréquence, ou si vous voulez un émetteur de télévision, on peut procéder à la diffusion d'une vingtaine de chaînes. Donc vous imaginez l'économie que l'on réalise. Et depuis février 2019, on est dans l'ère de la TNT. Est-ce qu'on y est pleinement? On y est pleinement. Depuis la mise en marche du Centre national d'exploitation, pour être plus précis, le 8 février 2019, par M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans le processus TNT. Quel est l'enjeu du gouvernement de basculer de l'analogique à la TNT? Il y a 2 enjeux essentiels. Il y a d'abord un enjeu diplomatique. Il y a un enjeu diplomatique parce que c'est en 2006, le 16 juin 2006, que tous les États membres de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, tous ces États ont pris la décision de passer à la TNT. Et notre pays, qui a toujours respecté ses engagements à l'international, signataire donc de cet accord de Genève, ne pouvait que mettre en œuvre cette grande résolution qui va réduire la fracture numérique entre les États développés et nous-mêmes, je veux dire les États moins développés. Donc l'État gagne beaucoup. L'État gagne beaucoup. C'est justement le deuxième pendant le deuxième enjeu. C'est l'enjeu économique. L'enjeu économique, l'État gagne beaucoup. Je l'indiquais tantôt qu'avec une seule fréquence, on peut faire passer environ une vingtaine de chaînes. Vous imaginez donc ce que nous gagnons par rapport au système analogique, le système ancien. Bien entendu, la ressource pétrole est une ressource rare qui coûte cher. Et donc, c'est une ressource potentielle, disons, qui est dégagée du fait de notre passage à la TNT. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau de l'entreprise télévisuelle, le gain est immense. Parce que, je le disais tantôt, que c'est la modification de la chaîne de valeur qui est en jeu. Dorénavant, pour créer une entreprise de télévision, on n'a pas besoin d'investir et dans l'édition et dans la diffusion. Parce que la seule entreprise nationale de diffusion suffit
disons, à faire le bonheur de tout le monde. IDT, au IDT, passage. c'est ça. IDT. Et le consommateur, naturellement, il gagne beaucoup. Il gagne quoi, le consommateur? Le consommateur gagne d'abord la pluralité des offres, ce qui n'est déjà pas mal. Il y a dorénavant une véritable vie qui est organisée autour de la télévision, parce qu'il y a une agrégation de services autour de la télévision. On peut faire de l'Internet autour de la télévision, on peut faire de la téléphonie autour de la télévision, on peut faire de la vidéo à la demande autour de la télévision. Voilà autant de services. Tout ça grâce à la TNT. Ça, grâce à la TNT. Et je parlerai aussi de la qualité de l'image et du son dont l'élément a parlé tout à l'heure. Le 1er janvier, on devait assister à l'extinction du signal analogique, notamment ici même à Abidjan. Mais un mois plus tard, rien. Effectivement, en 2020, le gouvernement a pris un décret pour organiser l'agenda d'extinction de la télévision analogique. Mais vous en conviendrez, en 2020, il y a eu beaucoup d'événements au niveau international et même au niveau national. Et ces événements n'ont pas forcément contribué à la, disons, respect de cet agenda. Donc, à la pratique, nous gérons au cas par cas la situation de l'extinction de l'analogie. Est-ce qu'on est réellement prêt, monsieur le directeur de cabinet, est-ce qu'on est réellement prêt à faire le saut, à passer de l'analogique à la TNT? On est absolument prêt. Et la Côte d'Ivoire est pleinement engagée, je dirais même irrémédiablement engagée dans le processus TNT. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le signal a été coupé définitivement hier à Korogo, c'est à 600 km d'Abidjan. Est-ce à dire que tous ceux qui n'ont pas la TNT, qui n'ont pas l'équipement TNT à Korogo, n'ont plus droit à suivre la télé? C'est cela. C'est cela. C'est cela. Ouais. Ça ne fait pas beaucoup de mal aux populations, monsieur le directeur de cabinet? Non, il y a eu des enquêtes. Nous avions le choix de Korogo est un choix rationnel. Les enquêtes qui ont été faites montraient que dans cette région du Poro, il y avait une bien meilleure adhésion au processus TNT que partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Et c'est quoi le taux? Nous avions, lors de ces enquêtes, une adhésion à hauteur de 65% de la population, ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. Et le lancement du processus d'extinction de l'analogie a fait monter de façon mécanique le taux d'adhésion à 85%. D'accord. Donc il n'y a que juste 15% de la population qui n'ont pas leur télé, qui ne nous suivent pas en ce moment. Malheureusement. Mais qui ira très rapidement, qui prendra le train avec. Après Korogo, quelle autre ville, quelle autre région suivront? Boisflé. L'étape la plus proche, disons, est celle de Boisflé. D'accord. Et Boisflé, ils sont à combien de... c'est quoi le taux d'adhésion? Le taux, les estimations aujourd'hui sont autour de 50%, mais on imagine que quand la campagne va être lancée, l'effet que nous avons eu, disons, à Korogo se produira à Boisflé. D'accord. Et c'est quoi le deadline pour que toute la Côte d'Ivoire soit connectée à la TNT? Selon l'agenda arrêté par le gouvernement, c'est le 31 mars, le décret de 2020. Oui. Mais nous gérons la réalité du terrain. Et vous pensez que jusqu'à quand on sera tous en train de suivre la télé, la TNT? Je dirais à très vite, c'est-à-dire dans les mois à venir. Voilà. Dans les mois à venir, mais visiblement pas le 31 mars. Et puis, dans l'élément qui nous a été proposé par Ami Sissoko, 7 chaînes de télévision seront connectées à la TNT. Oui, en effet, il y a, disons, 7 autorisations qui ont été données par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Il y a les 3 chaînes du service public. RTI 1, RTI 2 et la 3. Et il y a 4 projets privés qui ont été admis. Sur ces 4 projets privés, il y a 3 projets qui sont opérationnels et il y a un 4e, le tout dernier, qui, disons, émettra au cours de cette année.
Au cours de cette année, d'accord. Est-ce qu'il y a des politiques sociales d'accompagnement des ménages dans le cadre du passage de l'analogique à la TNT? Bien entendu, le gouvernement a pris des mesures d'accompagnement. Il y a l'ordonnance de 2019, Monsieur le Président de la République, qui exonère de droits de douane et de TVA tous les équipements de réception de la TNT. Je veux parler du décodeur et de l'antenne UHF. Et il y a, disons, un décret présidentiel également qui plafonne le prix d'acquisition du décodeur à 10 000 francs et l'antenne à 6 000 francs. C'est le maximum. Mais évidemment, les commerçants qui y trouvent leur compte peuvent toujours vendre ces équipements à moins que cela. Mais on ne peut pas aller au-delà de 16 000 francs le couple. Ça veut dire que le kit de réception de la TNT, c'est 16 000 francs en tout. 16 000 francs, ce n'est pas un peu cher, monsieur le Dirkab? Le kit de la TNT est à 16 000 francs, mais il est bon, disons, de dire qu'en 2014 déjà, le gouvernement avait pris une décision, un décret, qui interdisait déjà à l'époque l'entrée sur notre territoire de télévision non homologuée. Donc vous comprenez que depuis 5 ans, les postes téléviseurs qui sont vendus sur notre territoire sont des postes qui répondent aux normes, qui ont un décodeur intégré. Donc ces personnes-là ne sont concernées que par l'antenne UHF qui coûte 6 000 francs. Et disons, c'est loin d'être négligeable. Et ces kits-là peuvent être trouvés partout sur le marché. Absolument. Outre la TNT, quelles sont vos perspectives dans le secteur de l'audiovisuel? Dans le secteur de l'audiovisuel, je préfère dire le secteur de la communication. Allez-y. Parce qu'il y a une imbrication entre l'audiovisuel, entre le secteur de la communication publicitaire et les autres secteurs, en tout cas de notre environnement, de notre écosystème, suis-je tenté de dire. Il y a eu d'abord la libéralisation de l'espace audiovisuel qui a besoin d'être suivi, d'être encadré pour que cela soit une réussite. La TNT elle-même est un grand changement de technologie. Nous sommes obligés, disons, d'être à jour, de surveiller, disons, l'évolution au niveau international. Cela nous paraît important. Et vous en conviendrez, il ne peut pas avoir un secteur audiovisuel, un secteur télévisuel dynamique s'il n'y a pas un secteur de la communication publicitaire bien organisé, bien structuré. Et l'année dernière, 2020, je veux dire, Monsieur le ministre a proposé un projet de loi sur la communication publicitaire. C'est une grande première en Côte d'Ivoire. Et ce projet a été voté par les parlementaires et promulgué par Monsieur le Président de la République. Et ce projet viendra compléter toutes les initiatives que nous avons prises dans le domaine de l'audiovisuel afin que, disons, les développements qui sont envisagés soient viables. Parce qu'une télévision se nourrit avant tout de ressources publicitaires. Bien sûr. Et, monsieur le directeur de cabinet, venons-en maintenant à la redevance RTI. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Elle s'élève à combien déjà, cette redevance? La redevance RTI, le maximum que le consommateur paye, c'est 2 000 francs CFA. Mais évidemment, ce que nous entendons ça et là, on a l'impression que toute la population, tous les consommateurs ou disons toutes les personnes qui contribuent payent 2 000 francs. Ce n'est pas vrai. 2 000 francs, c'est le maximum qu'un consommateur puisse payer. Et c'est pour un petit groupe? C'est pour un petit groupe. La majorité paye moins que les 2 000 parce que la loi des finances 1994 qui a institué, disons, cette redevance a été modifiée par celle de 1996, la loi de finances de 1996, qui apportait quelques éléments de clarification. Donc, pour la grande majorité, en tout cas de la population, la base de taxation
est de 2 francs, je dis bien, au kilowattheure. Donc, ce qui est très loin, disons, les 2000. Quelques-uns peuvent payer 400 francs, 600 francs. Absolument. Et 2000 francs, c'est pour un groupe. C'est le maximum. D'accord. Un groupe qui est estimé à peu près à 10% des consommateurs. À 10% autour de cela. Et puis, cette redevance, elle sert qu'à la RTI ou à toutes les chaînes privées audiovisuelles? La loi qui instaure la redevance, la loi de finances, je veux dire, est assez claire. La redevance vient pour aider les finances du service public. Comme partout ailleurs, ce n'est pas un modèle spécifique à notre pays. Le service public a un coût. Les citoyens doivent contribuer à l'entretien de ce service public. Donc, c'est uniquement, la redevance va uniquement au service public. D'ailleurs, je souhaite le noter, depuis la réorganisation de la RTI en 2 entités, RTI que nous connaissons et IDT, pour la diffusion. Il a été acté d'ailleurs par la loi de finances 2021 qu'une partie de cette redevance aille à IDT. D'accord. OK. Et puis, à quand l'aide du FSDP aux structures audiovisuelles, télévisuelles, je vais dire, parce que les radios bénéficient déjà? Très rapidement, monsieur le directeur de cabinet. Nous y travaillons. Monsieur le ministre de la Communication a soumis un projet de décret, disons, au gouvernement pour prendre en compte toutes les évolutions que nous avons connues dans notre secteur depuis la création du FSDP. Donc, nous y travaillons. Merci. Merci. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur Adou Jean-Martial, directeur de cabinet donc du ministère de la Communication et des Médias. Vous êtes venu nous parler du passage du signal analogique à la TNT, la télévision numérique terrestre, basculement qui est donc officiel depuis hier avec l'extinction du signal à Korogo. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres pendant 3 quarts d'heure. J'espère que vous y avez pris beaucoup de plaisir. Nous, en tout cas, c'est un bonheur immense de vous retrouver chaque fois. Restez sur RTI 1, prenez soin de vous et des autres en vous lavant les mains.